Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve pour le groupe K, première journée. Et comme on a l'habitude de faire, on regarde les pronostics qu'on avait émis. On voyait le Portugal battre 2-0 le Congo. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'avais un partout. J'avais pas à rate, on va dire, la puissance offensive du Congo. Je pensais pas qu'il pouvait marquer. Et Ouzbékistan-Colombie, bon, on a la bonne différenciation de but, mais pas le bon score. C'est pas 2-0, mais bien 1-3. Donc voilà, on va pouvoir débriefer ces deux matchs que j'ai regardés. On va commencer par Portugal, République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match? On commence avec un 4-2-3-1 côté portugais, qui est quand même assez cohérent quand on regarde, on va dire, le 11 de départ, même si Bernardo Silva est lié en 2026, c'est un peu difficile, délicat. Quel apport de vitesse, d'explosivité il va t'apporter? Et du côté congolais, on a un 5-3-2, donc vraiment une défense à 5 avec trois milieux centraux, voire défensifs. Puis les deux légendes, Wissa et Bakambu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Bah écoutez, effectivement, un beau départ de la part des Portugais en matière de possession de balle. Et tout de suite, ils génèrent une occasion centre tête de Neves. On se dit bah 1-0, 5 minutes. Tout va bien se passer. Ils ont fait le plus dur face à des blocs comme ça, ultra défensifs, c'est-à-dire de marquer le premier but. Après, bah, tu déroules ton jeu, tu vois, tu joues, tu conserves la balle soit avec la possession, soit tu te crées d'autres occasions à force de fatiguer l'adversaire avec des passes, etc. Et bah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a vraiment, lors de cette première mi-temps, alors là, l'attaque momentum, bon, effectivement, si on reste basé et fisé uniquement sur l'aspect possession de balle. Pour moi, c'est de la possession de balle stérile. Pourquoi? Tout simplement, quand on regarde les statistiques de la première mi-temps, voilà, voilà sur quoi on est. On est sur deux tirs portugais, dont un cadré, il me semble. Hein. Pas envie de dire de bêtises, on vérifie, ils sont là plutôt. Deux tirs, deux tirs et un cadré. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourtant, quand tu as Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, meilleur passeur de la première ligue, etc. Neto, Nuno Mendes, tu te dis, mais ils vont en générer des occasions, ils vont en créer. Et donc, effectivement, Cristiano Ronaldo devant. Alors, beaucoup disent, oui, Cristiano Ronaldo vampirise les ballons. Les coéquipiers de Ronaldo jouent mal quand il est là. Enfin, c'est de sa faute, c'est la faute de Ronaldo, etc., etc. Moi, je suis plus pro Messi que Ronaldo. Parce que normalement, toute personne sensée et qui aime le football préférera Messi à Ronaldo. Autant je veux qu'on soit juste avec Ronaldo. Ronaldo, le profil aujourd'hui à 41 ans, c'est pas un profil link-up play. C'est pas quelqu'un, il va venir et il va faire l'attaquant, enfin, faux neuf ou l'attaquant complet qui va jouer en passe avec les autres, fait de vision, fait de nanani. Non, Ronaldo, c'est un attaquant en mode renard des surfaces aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il va rester dans sa zone là devant. Il attend juste que le ballon arrive et il met sa tête ou son but. Donc c'est pas un à Jorg, par exemple, il va pas faire le pivot, il va même pas. En fait, le problème c'est son manque de jeu collectif ou en tout cas de son d'intégration collective dans son jeu en fait. C'est vraiment le renard de surface. C'est un peu le Haaland en fait, mais le Haaland avec moins de vitesse, moins de puissance, moins de tout ce que tu veux. Mais voilà, Haaland, il est connu pour pas faire le pivot, il est connu pour pas, il est juste là pour scorer avec la vitesse, etc. et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce type d'attaquant, tu dois le pourvoyer en matière de ballon. Normalement, avec Vitinha, Neves, Mendes, euh, tout ce qu'on a pu citer comme joueur, tu es quand même capable de donner des ballons. Et si tu les donnes pas à Ronaldo, tu les crées pour d'autres. Tu les crées pour Neto, tu les crées pour Bernardo Silva, tu te les crées toi-même, tu te fais des tirs, Tu vois, il n'y a pas que Ronaldo. Ronaldo, en tant que renard de surface, ne centralise pas tous les buts. Comme Haaland, certes, il marquait beaucoup de buts pour Manchester City, mais c'est pas lui qui centralise tous les buts. C'est Semenyo en marqué, Foden en marqué au début, euh, Cherki en a marqué une dizaine. Donc, en fait, ils arrivent à marquer autour de lui. Parce que justement, ils sont capables, par la passe, par la création, par le football qu'ils proposent, de, voilà, de se partager des buts, certes,
On va dire, l'élément principal en attaque, ça va être Ronaldo. Donc, c'est lui qui va prendre un maximum de tirs. Il va prendre peut-être 20, 30, 40% des tirs de son équipe. Mais ça veut dire qu'il reste quand même un 60 pour le reste des joueurs. Et avec ce 60-là, tu dois te créer des occasions telles que Neves a marqué le but, tu vois. Donc moi, l'attaque personnelle full Ronaldo, bah, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Et puis c'est aux autres d'avoir un peu de la personnalité, de se dire, bah ok, celui-là, j'ai pas envie de centrer sur le renard des surfaces, j'ai envie de jouer avec mon ailier intérieur, j'ai envie de jouer avec mon milieu offensif central, j'ai envie de tirer moi-même, j'ai envie de... T'as le droit. T'as le droit. Alors il va faire quoi, Ronaldo? Rien faire. Arrêtez de vous mettre une pression psychologique et arrêtez de vous sortir des excuses. En fait, Ronaldo centralise un peu toutes les critiques. Mais il y a eu des stinkers de la part de Vitinha, de la part de un peu moins Neves, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un non-match. En tout cas, une non-première mi-temps. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tu t'exposes. Et ils sont exposés à enfin, à 6 tirs congolais déjà, que ce soit avec des contres ou. Bon, essentiellement des contres, on va pas se mentir, ou bien des coups de pied arrêtés. Et du coup, c'est ce qui se passe à la fin, hein, un marquage catastrophique de la défense centrale. Enfin, faut en parler de cette défense centrale portugaise. Araujo et Veiga, qui est quand même d'un niveau assez fébrile. Et je me demande où est-ce qu'est passé notre ami Silva, qui jouait Benfica. Attends, il est blessé ou je sais pas, j'ai pas fait attention. Il n'est pas sur la feuille de match. Mais Ignacio, normalement, c'est un bon défenseur central. Ruben Dias, il est peut-être blessé, mais normalement, c'est un bon défenseur central. Donc, ouais, ouais, ouais. Un peu déçu là par les Portugais. Parce que ça, c'est des latéraux offensifs, hein. Mendes, Cancelo, ça, c'est des mecs, normalement, ils dédoublent, ils proposent. Tu vois, avec ça, tu es suffisamment de joueurs de qualité pour te créer au moins une dizaine d'occasions par mi-temps. Et je suis sérieux. Donc voilà. Mais faut pas sous-estimer la performance des Congolais, qui ont quand même cette capacité à, à mettre un bon mur. Et défensivement, ils sont costauds. Ils sont costauds. Ils ont fait match nul contre le Sénégal à la CAN. On les a vus éliminer euh, 3 équipes successives pour atteindre ces barrages-là, et notamment le Nigeria. Donc honnêtement, c'est que ça reste quand même une équipe assez impressionnante d'un point de vue défensif et qui est toujours meilleure dans un scénario où elle assume cet aspect défensif. C'est-à-dire que quand vous allez lui offrir une équipe un peu plus abordable, c'est là où elle a des difficultés, en toute honnêteté. Mais quand vous lui proposez du challenge comme ça, elle va te chercher le match nul. Et c'est toujours jamais un match nul en mode 0-0. C'est toujours le 1-1, le 2-2. Ils ont toujours cette capacité à marquer que ce soit. Par contre, par coup de pied arrêté, etc. Parce qu'il y a du talent. Il y a du talent, c'est une réalité, c'est ce qui s'est passé. Ils méritent le. Au-delà même du match nul à la mi-temps, pour moi, ils méritent même d'être devant au score. Parce que c'est cohérent ce qu'ils sont en train de proposer, les Congolais. La deuxième mi-temps, on a. Bon, bah, c'est vrai que quand vous voyez les attaques au momentum comme ça, vous dites, bon, bah voilà, le match il est complètement portugais, la possession, etc. Mais bon, la possession stérile, pour moi, c'est. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que t'as créé? Est-ce que t'as mis en danger le gardien adverse? Est-ce que le gardien adverse, il s'est retrouvé à faire des arrêts? Est-ce que le gardien adverse. Bah, regardez, arrêt du gardien, zéro. Tout simplement. Zéro en deuxième mi-temps, zéro. Il n'a rien eu à faire. Une passive qui n'a rien eu à faire, si ce n'est des sorties sur les corners, sur les longs ballons, etc. et tout. Mais tout au long du match, il a fait zéro arrêt. Je pense que ça résume le match d'un point de vue portugais. Tu ne te crées pas totalement d'occasion et tu ne mets pas en difficulté le gardien. Donc à partir de là, moi, ta possession, tes papas là, ça vaut rien du tout. Félicitations aux Congolais qui ont été forts au 1 contre 1, qui ont été intéressants, impressionnants. C'est vrai que la deuxième mi-temps, ils auraient pu générer encore plus de tirs. C'est vrai que la deuxième mi-temps, elle était un peu plus délicate pour eux. Mais voilà, ils sont venus en mode on maintient le résultat. C'est que la deuxième participation, la première sous ce nom de République démocratique du Congo, le premier but dans leur histoire, le premier point pris. Ils partent voilà, comme étant la 10e équipe qualifiée en passant par les barrages, 10e équipe africaine. Donc voilà, ils ont un statut qui fait que normalement, c'est les j'ai pas envie de dire les petits poussés de leur groupe parce que les Ouzbeks c'est leur première participation. Mais disons que faire match nul face au Portugal, ils en sont très bien contents et ils vont pas aller chercher.
à aller gagner ce match plus que ça. Donc, félicitations à eux. Et de toute façon, quand on regarde les cotes, moi, je prends pas les cotes. Enfin, je vous dis, hein, ne pariez pas, faites pas ça, faites MPP, c'est très bien, etc. Moi, je suis contre ça. Moi, c'est juste par rapport à la réflexion des bookmakers en mode qui est favori. Et là, quand tu vois qu'en fait, un 29, il me semble que c'est quand même assez grandement favori le Portugal. Et je pense que personne ne s'est dit les Congolais vont être capables de les neutraliser. Donc voilà pour ce match-là. Ouzbékistan-Colombie, pour ma part, ça a été un match un peu délicat. Difficile à regarder, pas du grand football. Je dis pas que Portugal ou Congo était du grand football non plus. C'était plutôt ennuyant également. Mais on va dire, on va retenir la performance congolaise. Là, Ouzbékistan-Colombie, c'était un peu difficile à regarder. Les 5 premières minutes, on voit des Ouzbeks qui se disent, bon, bah, allez, on va essayer de jouer au foot. Très vite, ils comprennent que ça va pas le faire. Et du coup, ils laissent totalement la possession aux Colombiens. Donc là, ce qu'on voit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime. Les Colombiens ont beaucoup de la balle. James Rodriguez, Puerta, Arias, Lerma, Suarez. Donc tout ça, c'est du jeu, essentiellement de jeu court. Il y a eu très peu de 1 contre 1. Pourtant, il y a quand même Luis Diaz qui est réputé pour faire du 1 contre 1. Ça a été vraiment pour déstabiliser ce bloc ouzbek qui se retrouve là en 3-4-2-1. Mais en vrai, ils étaient plus un 5 défenseurs, hein. Pour moi, c'était plus un 5-2-3, un peu la formation type jordanienne. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de similitudes entre les Ouzbeks et les Jordaniens, sauf le manque de vitesse là, ici. Manque de vitesse cruel. Faizou Laev, qui lui est quand même agile. Faut lui reconnaître ça. Il est agile, il a de la vivacité, mais c'est pas du sprint pur, tu vois, c'est pas de la vitesse pure, c'est plus dans les premiers mouvements. Et donc, pour mener des contre-attaques où tu as 40, 50, 60 mètres à parcourir tout seul, c'était un peu léger, hein, ces trois-là. D'ailleurs, quand les Ouzbeks contraient, parce que c'était leur plan de jeu, tout ça là, ils étaient tous derrière et ils se retrouvaient que eux à 3 face à toute la défense. En fait, c'était impossible. Honnêtement, le plan de jeu des Ouzbeks la première mi-temps, c'est le catenaccio que nous a proposé notre ami Cannavaro. Pas ouf, hein. Pas ouf. Très très décevant. Au final, bah, les Colombiens, comment ils ont géré, se sont créés des occasions essentiellement par des passes à l'intérieur avec des doublements intérieurs. Donc on a euh, Rames Rodriguez qui faisait on va dire ce mouvement-là dans la défense, c'est-à-dire qu'il venait par là. Et là, Luis Diaz, à un moment, il fait une passe pour Munoz qui lui fait exactement la même chose. Donc il vient, il prend son couloir et il rentre comme ça, tac. Donc que des appels comme ça on va dire dans le dos. Enfin, ils vont pas s'embêter à passer par les ailes, c'est ça que je veux dire. Ils veulent vraiment rentrer dans l'axe avec des doublements intérieurs, avec des bonnes passes. Et effectivement, il y en a eu une première et ça a fait un arrêt de Yusupov. Et puis la seconde, là, avec Munoz, c'était but. Donc c'était bien joué par les Colombiens. Ils se mettent en sécurité avant la mi-temps. On se dit que bon, bah, franchement, ils ont fait le plus dur et on voit pas du tout les Ouzbeks faire quoi que ce soit. La deuxième mi-temps, les Ouzbeks, bien que là, ils veulent leur donner un peu de momentum. Pour moi, c'est pas réellement le cas. C'est juste que voilà, c'était un match un peu équilibré, un peu plutôt chiant. Pas de création d'occasion pour les deux équipes à ce stade-là. Et finalement, les Ouzbeks, sur un jeu de phase de placée et non pas de phase arrêtée. Donc ça, c'était un peu surprenant. Voilà, en deux trois passes, on s'est retrouvé avec comment dire, Munoz, qui était beaucoup trop haut sur une phase de possession colombienne, enfin, une phase d'attaque colombienne, mais bon, il y a une petite. C'est même pas un vrai un contre en vrai, c'était. Ils ont vraiment placé leur attaque, les Ouzbeks. Mais je sais pas où était Munoz, j'ai pas compris son placement. Et du coup, forcément, je crois que c'est Uronov ou Shmorudov, je me souviens plus exactement, qui a fait un appel comme ça, avec une vitesse assez lente. Il vient, il se permet de centrer au deuxième poteau. La frappasse d'un d'un Ouzbek. Et Vargas, il nous fait quoi? Un stinker. Pas possible. Il met pas ses mains. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait un truc avec ses genoux. Je comprends rien. C'est trop bizarre ce qu'il nous a proposé. Et le but, il est clairement pour Vargas, hein. Après, bon, bah voilà, ça fait poteau. Le ballon revient vers Faizoulaev, 1m60. 1m60. Qui met sa tête tapine. But des Ouzbeks. Donc, égalisation. Franchement, ils ont pas trop douté. Derrière, même les Ouzbeks ne sont pas servis de ça pour continuer à pousser. Pas du tout. Ils se sont remis dans leur schéma plutôt bloc défensif. Et en fait, quoique les Ouzbeks, à un moment, ils se sont dit, bon, bah, allez, on va attaquer un peu.
Et là, je vous avais dit qu'ils attaquaient plus qu'à 3 devant à un moment. Je ne sais pas pourquoi, sur une phase de jeu, ils étaient le latéral gauche et le latéral droit. euh, Ils ont fait des appels vers l'avant. Et du coup, ils se sont retrouvés un peu dénués et dénudés, là, ces trois-là. Et il y en a un des deux qui perd la balle. Du coup, Luis Diaz se retrouve tout seul, passe en profondeur. Luis Diaz qui finit sur Yusupov, qui a été vraiment un gardien très mauvais. Le 5.4, c'est mérité, hein. Il y a vraiment une main pas ferme. Voilà ce qu'on peut dire sur ce gardien. Une main très pas ferme du tout. Et donc là, voilà, les Colombiens, en vrai, ils se procurent pas mal d'occasions. Là, je trouve que c'est trop petit là pour ce qu'ils proposent. Là où, justement, là, ils ont fait des grosses barres de momentum. Là, je dirais, mais beaucoup plus de barres de momentum quand même pour les Colombiens. Ils ont créé pas mal d'occasions, mais qui ont juste les mauvaises décisions quand il fallait tirer. Ils font une passe. Quand ils tirent, bon, le tir est bloqué parce qu'ils ont mis trop de temps avant de tirer, etc., etc. Donc en soi, vraiment, ils ont eu pas mal d'occasions. Je pense que ça se confirme sur les statistiques de deuxième mi-temps, première mi-temps. Attends, regardez. Deuxième mi-temps, ils étaient à 8 tirs. La première, je pense qu'ils étaient à 7. À peu près pas la même chose. Mais je trouve qu'ils étaient vraiment un peu plus dangereux. Juste qu'ils n'ont pas réussi à finir. Et à partir de là, quand il reste vraiment, c'est la 85e minute, les Ouzbeks, ils se disent, bah, vas-y, on va tout faire le tout pour essayer de revenir. Ils se génèrent qu'une seule véritable occasion franche où tu as, je sais plus exactement quel joueur, le 14. 14. 14, je sais plus qui c'est. T'as le 14 qui se retrouve dans la surface, qui a juste à enrouler la balle, il l'enroule pas vraiment, et il cadre pas. Ça aurait pu faire 2-2 sur un système de match où ils méritent pas vraiment leur égalisation, mais bon, voilà, c'est les Ouzbeks, première participation, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois. Et au final, ils prennent un but à la dernière seconde du temps additionnel. Et c'est pas le seul match où on voit ce scénario, hein. Je crois que ça fait déjà deux trois matchs où on voit un but à la toute fin. J'ai la Norvège en tête. Il me semble que. Ouais, la Norvège. Bon, il y a d'autres matchs où, genre, vraiment, l'équipe prend un but à la dernière minute comme ça. Bah voilà, les Uzbeks avaient mis le tout pour le tout devant. Sur un contre colombien, t'as un centre au deuxième poteau sur Lerma. Et Lerma qui a juste à mettre sa tête. Et donc, qui marque le troisième but, hein, il me semble. Euh, c'est pas, non, c'est pas Lerma, c'est Campaz. N'importe quoi. C'est Campaz qui met la tête. Il me ressemble vachement d'ailleurs. Donc voilà, voilà pour ce match-là. Victoire donc des Colombiens. Mérité, mérité. Je pense pas que les Ouzbeks vont être un danger pour les Portugais. Tout comme je sens que les Congolais peuvent être un danger pour les Colombiens. Mais combien quand même tentative. Ils arrivent à se procurer des occasions. Mais ils ont mis du temps avant de réellement se mettre à l'abri dans ce match. Et je pense que si tu veux battre le Congo, faut se mettre à l'abri. Sinon, tu vas t'exposer, surtout avec un gardien aussi faible, à des contres et à des buts de Wissa, etc., etc. Donc, si on fait une visualisation de ce qu'on s'était dit avant le tournoi, on avait dit que le Portugal allait gagner 3-0 l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, je peux même pas te dire si ça sera le cas, puisqu'on a vraiment un Ouzbékistan qui est assez défensif. Et Colombie-Congo 2-1. C'est possible, mais ça m'étonnerait pas que ça puisse faire match nul une nouvelle fois. Donc on verra bien. Donc voilà les gars, on se retrouve pour un prochain groupe, le dernier. Ce sera celui de l'Angleterre. Donc merci à vous.